Bonjour et bienvenue à l'ESC. J'ai l'énorme honneur et plaisir d'avoir avec moi le professeur Ahmed Bennis de Casablanca. Tu es notre expert de l'insuffisance cardiaque et merci encore d'avoir accepté l'invitation. D'habitude, on fait des webinars, mais là, on est en présentiel. Alors, moi, je pense que c'est le congrès de la Finerenone. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, l'étude de Fine Arts Heart Failure a été un des points les plus importants du congrès. Tu sais qu'aujourd'hui, cette molécule qui est en fait un antiminéralocorticoïde non stéroïdien, elle a déjà sa place chez le diabétique en insuffisance rénale. Et on sait aujourd'hui que tout ce qui protège le rein protège le cœur. Et la question qui se pose, est-ce que la finérenone est efficace dans l'insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée? Donc c'est une étude qui a été présentée par Scott Solomon et qui a inclus des patients qui ont une fraction d'éjection de plus de 40%, plus de la soixantaine. La fraction d'éjection moyenne était de 53% et l'étude a inclus une population avec tiers de diabétiques, hypertendus, enfin une population habituée de l'insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée. Et l'étude est positive avec une diminution de 18% du risque combiné de mortalité et d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Alors par contre, la mortalité cardiovasculaire n'est pas diminuée. Donc c'est essentiellement tiré par les hospitalisations, par la réduction des hospitalisations pour insuffisance cardiaque. La finérenone est une molécule qui a une double affinité, une affinité cardiaque et rénale, ce qui explique les résultats positifs. Et puis il y a un avantage extrêmement important, c'est que c'est moins d'effets secondaires, en particulier la gynécomastie et l'hypercalémie qui présente relativement moins que dans les grandes études. Et il y a de 14% et dans les études réelles, moins de 5%. Alors, on a remarqué aussi qu'il y a moins d'hypocalémie. Tu sais que les hypocalémies et hypercalémies sont dangereuses et sont des éléments pronostiques pour l'insuffisance cardiaque. Donc aujourd'hui, comment on peut situer la finérenone dans le schéma thérapeutique, dans le continuum, quelle que soit la fraction d'éjection? Nous avons bien sûr l'épylrénone et l'aldactone qui est pour les fractions d'éjection basse. Et on a aujourd'hui la finérenone plus de 40%. Donc aujourd'hui, que ce soit pour les patients qui ont une insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée ou ce qu'on appelle improved, aujourd'hui ils peuvent bénéficier de la finérenone qui a un double impact cardio-rénal. Et je pense que c'est une excellente nouvelle parce que ça vient après Deliver, après Emperor Preserved, donc après les SGLT2, on a la finérenone et c'est une excellente nouvelle et qui va changer nos pratiques pour demain pour l'insuffisance cardiaque. Qui va apporter des éléments pratiques effectivement à ces patients-là où il y a un besoin. Effectivement. Alors l'année 2024, c'est également l'année de la prise en charge de l'obésité, le sémaglutide, avec toutes les études dont on avait parlé. Alors je pense qu'ils ont présenté des données là à l'ESC. Exactement. Alors on a 4 études aujourd'hui. On a STEP HF diabétique et non diabétique. On a SELECT pour les non diabétiques qui sont en surpoids et on a FLOW sur la fonction rénale. Et aujourd'hui on remarque, si on compile les études, c'est que la sémaglutide prévient l'installation d'insuffisance cardiaque, les hospitalisations d'insuffisance cardiaque. Ce qui est extrêmement important, c'est que noter, c'est que ça diminue l'inflammation, les marqueurs de CRP, mais pas que ça. C'est-à-dire que les effets bénéfiques de la sémaglutide ne sont pas expliqués uniquement par la baisse de l'inflammation. Par la baisse du poids, oui, par la réduction de l'inflammation, oui, mais pas que. Il y aurait un effet pléiotrope de la sémaglutide pour diminuer les événements cardiovasculaires. Je pense que la sémaglutide a ouvert la porte des GP1 dans l'insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée. Je pense que l'avenir sera aussi peut-être pour l'insuffisance cardiaque à fonction systolique réduite. Dans tous les cas, aujourd'hui, on a des données qui montrent que l'insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée, qui avant on avait pratiquement rien. Aujourd'hui, on a les SGLT2, on a aujourd'hui la finérenone, on a troisièmement la sémaglutide pour les obèses et on a aussi la surveillance à distance. Donc on tient aussi des 4 piliers qui peuvent nous aider à prendre en charge des patients qui sont en insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée. Alors l'autre sujet finalement, on le voit bien ici au congrès, c'est l'amylose. Avant, jusque-là, on se disait, c'est un peu comme le cancer, il n'y a pas grand-chose à faire. Et on va arriver des nouvelles études, des nouvelles molécules. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est des maladies qui tuent. L'amylose, les cardiomyopathies hypertrophiques, l'amylose c'est pire qu'un cancer. Et puis le problème, c'est que l'amylose est sous-diagnostiquée. On peut, par exemple, aux États-Unis, faire le tour de 5 à 6 médecins sans avoir fait le diagnostic. Donc il faut être conscient qu'il faut dépister cette maladie, il faut y penser à l'amylose quand on a des patients qui ont un rétrécissement aortique, qui sont âgés, qui ont une fibrillation auriculaire en insuffisance cardiaque, qui ont de l'insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée. Donc aujourd'hui on a des avancées thérapeutiques. On a la tafamidis qui est déjà présent, qui prescrit, qui diminue la mortalité et morbidité. Et on a un nouveau traitement
Le vétrésuviran, donc Ziran, c'est une molécule ARN. C'est-à-dire, aujourd'hui, on va aller au-delà de stabiliser les plaques de transtéritine, mais on va pratiquement rendre silencieux le gène qui code pour la transtéritine. Ce sont essentiellement les amyloses ATTR. Et donc, cette étude qui se base sur ce nouveau produit qui est injecté chaque 3 mois, hein, pendant 3 ans, et il montre par rapport à un placebo, une diminution de la mortalité et la morbidité cardiovasculaire. Et tous les sous-groupes sont positifs. Donc partout c'est positif. Et c'est extrêmement important, c'est qu'aujourd'hui, on tient une nouvelle option thérapeutique. On a déjà le tafamidis, voilà arriver des molécules ARN. Et donc on a des portes qui s'ouvrent pour ces patients. Et on a bien sûr un hope, un espoir pour ces patients et qui vont être mieux traités, qui vont être mieux pris en charge. Alors, l'insuffisance cardiaque, ce n'est pas que les médicaments, il y a de plus en plus de procédures interventionnelles, notamment sur la mitrale. Ouais. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Alors, il y a une très belle étude qui a été présentée HF, sur le clip mitral dans l'insuffisance mitrale. Alors, tu sais bien que MITRA-FR était négatif. On a l'étude COAPT qui a été positive. Et voilà donc cette étude qui était multicentrique, qui est positive et qui diminue les hospitalisations essentiellement, et qui améliore ce qui fonctionnait, en particulier le test de 6 minutes, le CONSAS score. Et donc, aujourd'hui, ça place le bord à bord, la réduction de la fuite mitrale par cathéter, comme une option thérapeutique. Alors aujourd'hui, il faudrait voir les recommandations où elle va se placer, mais c'est une option thérapeutique qui, en plus du traitement que nous avons à faire, c'est-à-dire la quadrithérapie, voilà une option thérapeutique qui va diminuer les hospitalisations, qui va diminuer les aggravations qui pèsent énormément sur la mortalité cardiovasculaire. Énorme gratitude d'avoir été avec moi aujourd'hui pour cette belle synthèse que tu vas d'ailleurs présenter ici à l'ESC au cours d'une session. Donc vraiment encore, merci encore. Merci à